Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Agriculture et vous, une émission qui parle positivement d'agriculture, de viticulture et des acteurs du territoire de Saône-et-Loire. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission, de vous être abonné à notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Gueugnon. Je remercie encore la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme pour son accueil. Notre émission de ce jour va parler d'un thème d'actualité, énergie et environnement en agriculture. Et pour en parler et en débattre, j'ai la chance d'avoir 4 invités, experts de ces questions. Donc Thierry Lacroix, agriculteur à Neuvy-Grand-Champ et président de la CUMA Compost. David Duclary, conseiller énergie-biomasse à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Jean-Jacques Lahaye, éleveur à Neuvy-Grand-Champ et deuxième vice-président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Et enfin, Thibaut Renaud, éleveur à Chalmou et secrétaire général des JA de Saône-et-Loire. Tout de suite, on part pour une vidéo chez Mathieu Segaud, gérant Agri-Synergie à Uxaux. Je suis agriculteur sur une exploitation familiale qui regroupe moi, mon père, ma mère. On a une partie méthanisation donc, pour laquelle on est là principalement aujourd'hui. On a une partie élevage bovin à l'étang et on a une partie poulailler label rouge. Moi je suis double actif. À côté je travaille dans une concession agricole, je travaille dans tout ce qui est nouvelles technologies, agriculture de précision, donc voilà. Toute matière organique, quand elle se décompose, elle dégage un gaz. La différence, c'est que nous, aujourd'hui, en méthanisation, on va récupérer ce gaz dans les cuves qu'on peut voir ici. On alimente principalement avec le fumier de nos bovins dans les écuries. Nous, on a 4 cuves. Ça nous permet de faire un cycle d'environ 2 mois par cuve. Il y a 2 systèmes en méthanisation. Soit on peut injecter notre gaz directement dans le réseau avec un système d'épurateur. Soit, comme nous, on va faire de la cogénération, donc c'est-à-dire qu'on va transformer le gaz en électricité. On produit de l'énergie qu'on va réinjecter sur le réseau. Donc nous, on a un moteur de 100 kW, donc c'est à peu près l'équivalent de la consommation d'une dizaine de maisons. On a un moteur qui produit de l'électricité, mais aussi en deuxième partie, il produit de la chaleur. On réinjecte la chaleur sur un réseau qui va nous permettre, nous, de chauffer un poulailler, de chauffer, on a un séchoir également. Et la matière qu'on sort, elle a la même qualité que quand on la rentre qu'un fumier classique. Nous, après, on les stocke, puis on dépense ça comme du fumier, comme on ferait avec nos effluents habituellement. Nous, on avait fait le choix que notre méthanisation reste autonome sur notre ferme. Si on a des déchets extérieurs, c'est un plus, mais on n'a pas besoin de déchets extérieurs pour pouvoir nourrir notre installation. Là, on avait un investissement de 900 000 € pour monter tout le projet. Et le but, c'est qu'on rentabilise le projet sur 7 ans. On est à peu près dans les objectifs qu'on s'était fixés à la base pour le projet. De retour sur le plateau d'Agriculture et vous pour parler environnement et énergie en agriculture. Je me tourne tout de suite vers David Duclary, conseiller énergie-biomasse à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. On sait que l'agriculture produit des aliments, mais qu'est-ce qu'elle peut produire comme énergie au pluriel ? Alors en fait, il y a plusieurs possibilités. Les 3 les plus accessibles à un agriculteur sont d'abord la production de bois-énergie, déchiqueté ou bûche, sous toutes ses formes. La deuxième, la plus facile d'accès, c'est l'installation d'un générateur photovoltaïque, soit pour vendre la production, soit pour l'autoconsommer totalement ou partiellement. Et la dernière possibilité, qui est plus complexe, c'est de se tourner vers des projets de méthanisation pour valoriser ces matières organiques
et produire soit de l'électricité et de la chaleur à travers un moteur de cogénération, soit directement du biométhane qu'on injecterait dans les réseaux gaz. Donc sur le territoire ici, on serait plutôt orienté cogénération, faute de présence de réseau gaz. Ça a un vrai intérêt pour les agriculteurs de produire de l'énergie aujourd'hui? Oui, oui. Ça dépend de l'énergie qui est choisie. Le photovoltaïque, ça a l'avantage d'une très grande simplicité. Vous installez un générateur, ça ne demande pas de travail. Et on a un dispositif de soutien public qui garantit un prix. Donc grosso modo, il y a très peu de risques, il y a un revenu, il y a un réel revenu, qui dépend évidemment de la dimension du générateur. Et il y a tout intérêt à faire. Le bois énergie, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un débouché. C'est pas tout de le produire, c'est qu'il faut un débouché fiable. Ça représente des investissements de matériel au départ. Donc la difficulté, c'est de créer ce débouché. La méthanisation, c'est un peu particulier. Le débouché, il existe, le réseau gaz est là, enfin pas sur le territoire ici, mais dans d'autres territoires, on a des réseaux gaz. Le réseau électrique est partout. La difficulté, c'est que ce sont des investissements qui peuvent être très significatifs. On peut largement dépasser plusieurs millions d'euros. Et des retours financiers qui sont quand même assez modestes. On a vécu l'année dernière des évolutions réglementaires qui ont ajouté des coûts et qui ont diminué les tarifs d'achat. Donc on est aujourd'hui sur une situation financière qui est plus tendue. Et puis c'est une activité qui demande du temps. Une cogénération, enfin une méthanisation, c'est pratiquement un mi-temps à l'année. Ah oui. Jean-Jacques, du coup, au niveau de la Chambre d'agriculture, vous travaillez justement avec les territoires pour tous ces projets et bien d'autres. Vous travaillez avec la communauté de communes ici, entre Arroux, Loire et Somme, autour d'une démarche de territoire qui s'appelle Audit 360. Est-ce que ça intègre justement toutes ces problématiques et qu'est-ce que ça intègre d'autres ? Oui, ça intègre entre autres des thématiques que David vient d'évoquer et on a beaucoup travaillé sur suite à l'audit 360, on a beaucoup travaillé il y a un groupe qui a travaillé sur le bois énergie et l'eau. Mais bon, puisqu'on parle d'énergie, on va plutôt s'orienter sur le bois énergie et aujourd'hui il y a une vraie réflexion qui est en train de se mettre en place, c'est de pouvoir valoriser notre bocage, puisqu'on est quand même dans un secteur où il y a énormément de haies. On a su préserver les haies et je pense que c'était aussi important d'avoir un bocage comme on l'a aujourd'hui, pour plusieurs choses. Vous avez l'image aussi, aujourd'hui l'image et il y a aussi sur les territoires voisins la candidature à l'UNESCO qui est en train de prendre forme et donc je pense que aujourd'hui on a vraiment un levier à jouer sur cette énergie, le bois. C'est vrai que David vient de dire il faut trouver les débouchés avec ce qui se passe dans le monde énergétique aujourd'hui. Je pense qu'il va avoir sa place demain. Moi, c'est vraiment, je suis assez persuadé que le bois va reprendre, va retrouver de la valeur. Parce qu'on l'avait un petit peu perdu de vue ces dernières années. Mais aujourd'hui, avec le territoire qu'on a, je pense qu'on a vraiment à y travailler, avec des haies hautes, avec des répicives, avec beaucoup de... Il y a énormément de choses à faire. Quels sont justement l'intérêt de faire évoluer nos haies, de les faire grandir, de les travailler justement pour l'eau, pour l'environnement, la biodiversité? Comment vous travaillez dessus ? Alors déjà, premièrement, de les entretenir comme elles sont entretenues, ça a un coût. Ça a un coût énorme. Je ne rentrerai pas dans les chiffres, mais voilà, ça a quand même un coût de temps, un coût économique. Et donc, je pense qu'avec la crise, si on peut appeler ça une crise de l'énergie, aujourd'hui, on a beaucoup à réfléchir, à travailler, à remettre des haies qu'on puisse valoriser. Parce qu'aujourd'hui, le bocage, c'est vrai qu'il est beau, on a des belles images, mais on n'arrive pas à travailler. Elle nous engrange un coût, mais pas de produit. Et donc, si on pourrait travailler sur plutôt du produit, ça serait quand même plus intéressant. Je vais me tourner justement vers Thierry. Déjà,
peut-être présenter, puisque vous êtes président de la CUMA Compost 71 déjà, qu'est-ce que fait à la base la CUMA Compost, et puis après on parlera de votre nouveau débouché sur les... À la base, la CUMA Compost a été créée en 2002, c'est une des plus jeunes CUMA de Saône-et-Loire. Aujourd'hui, il a 400 adhérents. Et à la base, elle était faite pour le compostage. Donc, c'est une poignée d'agriculteurs qui avait lancé l'idée. Et ça a démarré avec 20 agriculteurs. Aujourd'hui, on en a 400, donc ça a bien démarré. Donc, le compostage, c'est produire du fumier et essayer de le valoriser au mieux. C'est donc, tout naturel. C'est tout simplement, c'est un tas de fumier qu'on passe avec un aérateur. Et on aère le fumier pour pouvoir le faire pour pouvoir le... Vous avez un chauffeur qui passe dans les fermes et puis qui fait le travail. Voilà. Et puis alors du coup maintenant vous avez développé avec d'autres CUMA d'ailleurs des départements une autre activité autour des haies. Vous pouvez nous en dire plus? Depuis 2016 on a acheté un grappin couper pour élaguer le bois et donc depuis 2016 on abat du bois et on avait commencé de déchiqueter le bois avec les CUMA de la Nièvre. Et aujourd'hui on a avec la CUMA de lin, on a acheté une machine en copropriété pour broyer. Donc on s'était lancé là-dessus sur l'idée, c'était 2016, on commençait à voir les premières sécheresses, et c'était fait pour faire un petit peu de substitut à la paille. Là on est plus en fait pas trop bois énergie, on est plutôt sur le bois utilisé pour l'élevage. Pour l'élevage, on est plutôt à 80% pour l'élevage et puis 20% pour le bois énergie. Le bois énergie, chez nous, il n'y a pas de grosse quantité de bois, donc... C'est d'autres machines, entre guillemets, qu'il faudrait pour que ça n'encrasse pas les choses. C'est un peu... C'est un autre métier. C'est plus compliqué, le bois énergie, pour les petites chaudières comme ça. Il faudrait déjà faire que du billon, surtout pas trop de bois bocagé, parce que c'est quand même donc on en compliqué. revient aussi de la culture. Je me tourne vers Thibaut. Vous représentez déjà la future génération d'agriculteurs, et puis les intérêts de la prochaine génération au GIA. Comment vous voyez l'avenir entre alimentation et énergie à la ferme et comme dit Jean-Jacques, tous ces métiers qui se rajoutent en fait? Là, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs idées. Il faut déjà imaginer aussi que l'agriculture va devoir être de plus en plus résiliente, de plus en plus diversifiée. Mais il faut avoir bien l'idée de trouver l'équilibre entre l'agriculture, le devoir de base de l'agriculture, c'est alimenter la population. Donc ça, c'est la priorité. Ça, c'est la priorité. Et la seconde priorité, c'est qu'elle soit toujours là, l'agriculture, dans quelques années. Donc, avoir un certain équilibre économique qui passera du coup par plus de résilience, mais qui passera aussi par diversification avec peut-être du photovoltaïque, peut-être suivant les exploitations, de la méthanisation, ou d'autres solutions, mais il faudra garder à l'esprit cet équilibre obligatoire. Oui, parce que là on a un vrai défi quand même de renouvellement des générations. On arrive à une période où il y a beaucoup de fermes et de domaines qui sont à reprendre, donc il faut vraiment trouver ce juste équilibre et c'est votre travail au niveau des GIA. Exactement. Il faut faire attention par exemple sur du photovoltaïque au sol ou agrivoltaïsme, c'est trouver l'équilibre entre production, besoin, souveraineté énergétique et installation et production alimentaire qui est bien sûr le besoin principal de l'agriculture. Je vais me tourner vers David justement, avant de parler d'agrivoltaïsme, plutôt déjà de photovoltaïsme, parce que ça paraît un petit peu plus ancien déjà, même si c'est pas non plus très très ancien. Quels sont les principaux freins à lever justement pour produire du photovoltaïque pour une ferme qui se trouve au milieu de la campagne? Alors, on va parler de photovoltaïque sur toiture de bâtiments, on est d'accord. On est d'accord. Donc le premier frein, qui ne concerne pas seulement les fermes qui sont au milieu de la campagne, et de loin le premier frein, c'est la présence de l'amiante sur les toitures. Aujourd'hui, on a une réglementation extrêmement stricte sur le traitement de l'amiante, qui impose de passer par des entreprises agréées, qui sont soumises à des contraintes réglementaires administratives très lourdes, qui se comprennent tout à fait, je ne suis pas en train de contester la réglementation, mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, on est sur des coûts entre 35 et 60 euros du mètre carré. Donc du coup, ça, c'est déjà un premier frein. Un désamiantage, très clairement, ça tue le projet photovoltaïque. Donc du coup, donc c'est le frein majeur. Alors je n'ai pas de chiffres, mais comme ça, d'instinct, je dirais, en Saône-et-Loire, un bon 70-80% des bâtiments sont amiantés. D'accord, donc il y a ce travail-là, et après il n'y a pas aussi la distance par Alors, le deuxième frein, c'est la distance au poste de transformation quand on injecte des puissances supérieures à 36 kVA. C'est un frein qui est technique et qui a une répercussion économique, puisque le raccordement est à la charge du producteur photovoltaïque. Alors, l'intensité de ce frein a quand même été réduite
depuis 2017 puis 2019, puisque la réglementation a introduit des réfactions sur le coût. Aujourd'hui, la collectivité prend à sa charge 60% du coût du raccordement. Donc je me souviens très clairement qu'en 2009, un 100 kW crête, on l'emmenait rarement à plus de 200 mètres. Aujourd'hui, on peut emmener un 100 kW crête à 400, 500 mètres. On reste sur des coûts de raccordement. Le reste à charge pour le producteur est tolérable d'un point de vue économique. Donc il y a certains bâtiments et certaines exploitations qui peuvent maintenant être accordés, alors qu'avant c'était infaisable financièrement. On va dire. Tout à fait. Et alors pour revenir maintenant sur ce que disait Thibaut, l'agrivoltaïsme, est-ce que vous pouvez nous donner une définition assez simple de ce que c'est? Parce que c'est tout récent là pour le coup, c'est pour ça que Alors je disais, oui, alors l'agrivoltaïsme c'est un vaste sujet. Le concept a été inventé par une entreprise qui s'appelle Sunagri au début des années 2010. Sur des cultures pérennes, notamment sur de la vigne. C'est une entreprise érotaise. On est sur des structures métalliques très importantes, très hautes, les tracteurs passent dessous. C'est complètement conçu pour ne porter aucune gêne au travail. Et les modules photovoltaïques sont mobiles, pilotés par des algorithmes assez sophistiqués, de telle façon que le premier rôle, c'est d'apporter une protection à la culture contre, essentiellement, on est dans le sud, l'excès de chaleur, l'excès d'ensoleillement. Donc ça va de pair avec l'évolution climatique qu'on vit aujourd'hui. Là, on est vraiment sur de l'agrivoltaïsme. Il y a un revenu photovoltaïque qui est, je dirais, accessoire. Le bénéfice de l'opération, c'est ce qu'on récupère en qualité et en quantité de production. Mais ce n'est pas uniquement maintenant sur les vignes. Alors aujourd'hui, on voit arriver sous le vocable photovoltaïsme, agrivoltaïsme, ce que moi j'appelle du photovoltaïque sur terre agricole. C'est-à-dire, on est essentiellement tourné vers des prairies. Il y a eu des expériences faites sur terre arable, mais c'est très compliqué, en général ça a échoué. On est tourné vers des prairies, idéalement petits ruminants pour des questions de facilité de construction. Mais aujourd'hui, des développeurs s'intéressent aux prairies pâturées par des bovins. Et on installe un photovoltaïque qui, très clairement, va devenir, et de loin, la principale source de revenus de cette parcelle. Donc ça pose des tas de questions sur une éventuelle concurrence avec l'activité agricole en elle-même. Et c'est un sujet sur lequel, avec Jean-Jacques et d'autres élus, justement, c'est ce que j'avais posé la question à Thibaut et à Jean-Jacques. Justement, quels sont les pièges à éviter? Parce que ça paraît tout beau comme ça. On se dit, on met des panneaux photovoltaïques, on produit de l'alimentation et puis de l'énergie. C'est parfait, mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi. Alors, les principales garanties qu'il faut que l'on demande, c'est qu'il y ait un retour financier aux fermiers en place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas favoriser l'entrée d'argent dans les poches des propriétaires, entre guillemets. Puis, oui, puisque le propriétaire peut être différent de l'exploitant. Exactement, dans le cas où le propriétaire peut être différent de l'exploitant. Il faut aussi garantir qu'il y ait une installation d'un jeune qui puisse continuer à produire et que la production agricole soit toujours majoritaire sur le terrain agricole. L'équilibre est compliqué. On sait que certaines années, l'agriculture ne gagne pas d'argent. L'autre année, elle en gagnera plus. Une histoire de chiffre d'affaires, c'est trop compliqué à gérer. Parce que le photovoltaïque, tous les ans, à quelque chose près, elle produit pareil. Donc il faut trouver un équilibre, qu'il n'y ait pas d'accaparement des terres et qu'il n'y ait pas de changer de destination de la terre. Ce que vous disiez au début, l'agriculture doit faire de l'alimentation en premier. Exactement. D'accord. Jean-Jacques, plus par rapport avec la Comcom, le dit 360, j'imagine que c'est des débats que vous avez aussi un petit peu, ou en tout cas à la Chambre d'agriculture. Oui, donc à la Comcom, c'est un débat qu'on avait un petit peu laissé de côté parce qu'on avait d'autres sujets à travailler. Mais bon, c'est vrai qu'à la Chambre d'agriculture, on y a beaucoup travaillé avec le syndicalisme, donc les jeunes et les aînés. Et donc, mais moi je pense que autour de ce sujet-là, de l'agrivoltaïsme, mais même autour du sujet photovoltaïque, je pense que quand on met du photovoltaïque sur une exploitation, il faut que ce soit un projet. Il faut que ce soit un projet d'homme. Et il faut que l'homme s'y retrouve. Autant, et ça je suis entièrement d'accord avec ce que Thibaut vient de dire, c'est qu'il faut qu'il s'y retrouve en tant que le métier d'agriculteur qui est là pour produire du produit alimentaire, pour nourrir les citoyens. Et puis, aujourd'hui, avec la crise énergétique, je pense que si on peut
intégrer dans un projet, vraiment un projet d'homme ou de femme, je pense qu'on peut se permettre de produire de l'énergie. Mais autrement, produire de l'énergie pour en produire, je serais plutôt sceptique. D'accord. Voilà, c'est bien mon idée personnelle. Il y a toujours la meilleure énergie d'économie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Justement, au niveau des JA, vous réfléchissez à aller plus loin encore sur la partie décarbonation, c'est pas facile à dire. Oui, en effet, on sait que d'ici quelques dizaines d'années, peut-être 2, peut-être 3, les énergies fossiles seront mises à mal. Et on n'aura plus suffisamment, et il faut anticiper ces changements qui vont structurellement changer l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui. Les tracteurs en moteur diesel, ça sera peut-être fini ou beaucoup diminué. Aujourd'hui, on réfléchit on discute avec des structures, des entreprises de production de moteurs, de garder les tracteurs existants sur des tracteurs d'occasion et de changer peut-être, mettre un moteur à hydrogène, un moteur... du rétrofit comme comme les voitures. Exactement, du rétrofit, c'est exactement le mot. Et donc du coup, il faut qu'on anticipe cette problématique. Elle est évidente, elle sera là un jour et il faut préparer l'agriculture de demain à pouvoir s'adapter à ça. Très bien, c'est une belle conclusion. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Si vous aimez l'agriculture, la viticulture et le monde rural de Saône-et-Loire, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à nos réseaux sociaux. Je remercie toute l'équipe de Pascal Pessande à Mâcon pour la réalisation, Comme & Compagnie à Nissa pour les réseaux sociaux, mon collègue cheville ouvrière David Bergeret et toute l'équipe du journal L'Exploitant agricole de Saône-et-Loire. Et je remercie aussi tous nos partenaires qui ont rendu cette émission possible, la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le Conseil départemental, Groupama, Crédit Agricole, l'Interprofession Bétail et Viande, le groupe Fédé et les JA, les AOP gourmandes, bien d'autres, SEIC Imprimerie. Et puis je remercie aussi tous les agriculteurs de nous nourrir et puis de nous offrir des bons produits à manger et à boire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt. Et tout de suite, une recette de cuisine, cannelloni de veau à l'arrabbiata et aux pousses d'épinards.